Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 3 mars, le président de la République a reçu Antonio Tajani, vice-président du Conseil des ministres italiens et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République d'Italie. À l'étranger, grave crise politique en France avec l'extrême droite qui s'impose comme une force inquiétante, accentuant la fragilité socio-économique du pays. Et fronde sociale au Maroc avec les manifestations des travailleurs du secteur de la santé qui se mobilisent pour dénoncer l'injustice et réclamer leurs droits bafoués. Un volet agriculture dans cette édition, reportage Jamsila dans une ferme laitière qui conjugue élevage et production céréalière. Et ce pour répondre aux défis de l'autosuffisance alimentaire, un challenge tributaire également de moyens de stockage. On verra à Mostaganem la réalisation récente de 5 silos de stockage de céréales. Bienvenue à tous. Nous le disions à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui Antonio Tajani, vice-président du Conseil des ministres italiens et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République d'Italie, ainsi que la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, du directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères, Toufiq Djouama, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie à Rome, Mohamed Khlifi. Dans le volet coopération toujours, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi le vice-président du Conseil des ministres italiens, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Antonio Tajani, qui effectue une visite officielle dans notre pays. Une visite qui intervient dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat algéro-italiennes dans divers domaines. Au cours de cette audience, les deux parties ont évoqué les voies et moyens de consolider les relations bilatérales et leur développement ainsi que le renforcement de la coopération économique en soutenant les investissements et en élargissant la coopération à des domaines stratégiques. Les deux parties ont également abordé l'actualité au niveau régional et international et échangé leurs points de vue sur les récents développements dans l'espace méditerranéen, au Sahel et au Moyen-Orient. Autre activité du vice-président du Conseil des ministres italiens, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale lors de sa visite en Algérie, Antonio Tajani a déposé une gerbe de fleurs au sanctuaire du martyr à la mémoire des Chouhada de la glorieuse révolution de libération. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a eu ce lundi un entretien téléphonique avec le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould Diaye, lors duquel ils se sont échangés les vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Les deux parties se sont félicitées du niveau de coopération entre les deux pays, une coopération qui connaît une dynamique croissante, qui cadre avec la volonté commune des dirigeants des deux pays, le président de la République Abdelmadjid Tebboune et le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À ce propos, les deux parties ont passé en revue les progrès réalisés dans les projets et programmes de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment ceux liés aux infrastructures et au renforcement de l'intégration régionale au service des objectifs de développement durable escomptés par les deux pays. Les deux parties ont passé en revue également la situation actuelle dans la région ainsi que les questions régionales et internationales, à leur tête la question palestinienne. À Barcelone, en Espagne, lancement ce lundi du Mobile World Congress, l'un des événements mondiaux consacrés à la technologie mobile. Dans son allocution prononcée lors de la réunion ministérielle préparatoire à cet événement, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Saïd Ali Zerouki, a appelé les investisseurs stratégiques et les initiatives, a rappelé les investissements et les initiatives prises par l'Algérie pour le renforcement de l'introduction de l'intelligence artificielle, tout en affirmant que l'Algérie demeure un placement stratégique pour les investisseurs
plutôt les investissements futurs, notamment pour les data centers, selon le ministre de la Poste et des Télécommunications. Ceci est expliqué par des infrastructures de communication robustes, en plus d'une ressource humaine qualifiée et une compétitivité énergétique, ainsi qu'une position géographique qui fait de l'Algérie un axe technologique en Afrique, mais aussi en Méditerranée. La France vit l'une des plus graves crises politiques de la Ve République, un contexte d'incertitude où l'extrême droite devient de plus en plus difficile à maîtriser et s'impose comme une force inquiétante, ce qui accentue l'instabilité du climat politique et pèse sur l'économie du pays déjà fragilisée. Reina Lohari. Fragmentée par des divisions au sein de son gouvernement, la France peine à contenir la montée de l'extrême droite. Loin d'être de simples désaccords, ces tensions, qui s'expriment à travers des déclarations contradictoires, traduisent des fractures profondes qui fragilisent l'exécutif et alimentent un climat politique de plus en plus instable. C'est une question, est-ce que vous accepteriez de vous mettre autour de la table avec quelqu'un qui vous a menti 10 fois et qui vous promet quelque chose qui ne va pas voir le jour tout de suite? Écoutez, nous de toute manière, on va proposer une motion de censure. Issu des rangs de l'extrême droite, le ministre de l'Intérieur français semble brouiller les frontières de son propre rôle, multipliant les déclarations racistes et les prises de position virulentes, en plus d'occuper le devant de la scène lors des crises. Pendant ce temps, le Premier ministre, François Bayrou, relégué à un second plan et incapable de maîtriser son gouvernement, choisit de suivre cette dérive droitière plutôt que de l'affronter. La France subit un nouveau revers économique avec la dégradation de sa perspective d'évolution à la négative par l'agence S&P Global en raison de l'augmentation de la dette publique. Ce déclassement, le troisième en l'espace de quelques mois, illustre l'instabilité politique et son impact sur l'économie française. Pensons aussi qu'on a un très gros problème de budget. Ils veulent encore trouver 10 milliards d'économies en plus. La Ve République continue de s'affaiblir et semble s'effondrer progressivement, tandis que les possibilités de redressement s'amenuisent, laissant planer le doute sur l'avenir du pays. À l'étranger toujours, au Maroc, c'est l'embrasement social aux côtés des manifestations qui touchent pratiquement tous les jours des villes marocaines pour dénoncer la corruption et la précarité sociale. C'est au tour des travailleurs du secteur de la santé de battre le pavé pour revendiquer leurs droits bafoués. Raouf Hamouche. La vague de protestations ne cesse de s'intensifier à travers plusieurs secteurs au Maroc, illustrant l'incapacité manifeste du gouvernement à apporter des solutions concrètes aux crises persistantes. En première ligne, le secteur de la santé, au bord de l'effondrement, miné par une gestion défaillante et l'absence d'une vision réformatrice claire. Le gouvernement essaie par tous les moyens d'étouffer les mouvements syndicaux, mais nous leur disons que nous n'abandonnerons pas cette bataille et que nous ne cesserons jamais d'envahir la rue. Les professionnels de la santé ne baisseront pas les bras. En effet, face à ce contexte préoccupant, la coordination syndicale nationale a tiré la sonnette d'alarme, avertissant que le système de santé risque une paralysie totale. Plus grave encore, le gouvernement continue de faire la sourde oreille face aux revendications, notamment celles liées à l'accord de juillet 2024, laissé lettre morte par le ministère de tutelle. Aujourd'hui, la situation du secteur est alarmante. Celle de la formation médicale l'est tout autant. Les enseignants des facultés de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire dénoncent une détérioration préoccupante de leurs conditions de travail. Entre surpopulation estudiantine et affaiblissement progressif des CHU face à la montée du secteur privé, enseignants et étudiants se retrouvent confrontés à une impasse qui compromet gravement l'avenir du système de formation médicale au Maroc. La direction régionale a pris une décision arbitraire et illégale, sans consulter les parties concernées. Nous ne comprenons pas les raisons de cette décision arbitraire. Nous avons interpellé la direction régionale de la santé sans qu'aucune réponse ne nous ait été fournie. La coordination locale d'Agadir a donc émis un communiqué dans lequel plusieurs points ont été soulevés en attente d'une réponse de la coordination régionale. En définitive, ce qui se joue aujourd'hui dans les secteurs de la santé et de l'enseignement supérieur n'est que le reflet d'un échec plus vaste touchant l'ensemble des politiques publiques. Pendant ce temps, le régime se contente d'observer à distance comme s'il n'était pas concerné par la situation.
Et le mépris du Marzen va au-delà de ses frontières. Le peuple sahraoui, lui aussi, endure la répression de la colonisation marocaine qui se manifeste sous diverses formes, notamment les enlèvements. L'exemple du journaliste sahraoui Bahi Braika, violemment enlevé par les forces du Marzen. Majda Jahmoun nous en parle. Regardez. Le régime du Marzen vacille sous les coups portés à son occupation illégale du Sahara occidental. Sur le terrain, il fait face à une résistance tenace. Sur le plan diplomatique, la cause sahraoui ne cesse de gagner du terrain. Plusieurs nations, notamment en Amérique latine, réaffirment leur soutien à cette cause, fragilisant davantage la position de Rabat. Incapable de contenir cette dynamique, le Marzen répond par la seule méthode qu'il maîtrise, la répression aveugle. Dernière cible en date, le journaliste sahraoui Bahi Braika, enlevé cette semaine par la police d'occupation marocaine. Il a été soumis à des tortures d'une cruauté inqualifiable. J'ai subi les pires formes de torture et d'humiliation. Ils ont déchiré mes vêtements et m'ont filmé complètement nu. Après, ils m'ont forcé à dire des choses contraires à mes valeurs et à mon éducation. Un recours à la violence qui illustre une fois encore la lâcheté du Marzen qui s'acharne sur les plus vulnérables dans le but de masquer ses échecs. Il est impératif que la communauté internationale assume ses responsabilités, protège les journalistes et accélère la mise en place d'une solution définitive au conflit. Retour au pays et il est temps de parler agriculture. À Msila, à Mzrir plus précisément, une ferme laitière conjugue élevage, production céréalière et innovation pour répondre aux défis de l'autosuffisance alimentaire. Cette région qui se distingue par son important cheptel et ses vastes terres céréalières se définit clairement comme un acteur clé du secteur agricole en Algérie. Majda Jahmoun, reportage, regardez. Avec un cheptel dépassant les 1,6 million de têtes bovines et plus de 60% de terres céréalières consacrées à l'orge, la wilaya de Msila s'impose comme un acteur clé du secteur agricole avec des exploitations modernes à l'image de cette ferme laitière située à Mzrir qui conjugue élevage, production céréalière et innovation technologique. L'exploitation s'étend sur 1700 hectares. Notre spécialité est la production de lait cru. Nous disposons de 4200 vaches laitières. Notre objectif est de réduire l'importation de la poudre de lait. La ferme emploie 80 ouvriers permanents et devrait générer 400 emplois stables plus tard. Les étudiants en médecine vétérinaire se forment ici car nous avons des partenariats avec l'université de Msila et des centres de formation. Outre l'élevage, la ferme dispose d'un vaste pôle agricole où sont cultivés blé dur, blé tendre, orge, légumineuses et fourrages destinés au bétail. Nous avons 20 pivots d'irrigation alimentés par des bassins d'eau qui servent également à l'élevage de tilapia rouge. Ce système a permis de réduire de 20% l'usage des engrais tout en garantissant une meilleure gestion des ressources hydriques. Les efforts en faveur du développement de l'agriculture locale ont permis l'électrification de la majorité des exploitations et une facilitation d'acquisition des permis de forage. Cela a permis d'accroître les surfaces irriguées. Msila compte désormais 42 000 hectares de terres irriguées et a bénéficié d'un réseau de stockage avec 7 silos d'une capacité de 50 000 tonnes chacun, en plus d'un grand complexe de stockage d'1 million de tonnes. Avec de telles initiatives, la wilaya de Msila s'impose désormais comme un laboratoire grandeur nature pour une agriculture plus résiliente et durable. Et une bonne récolte nécessite bien entendu des moyens de stockage. À Mostaganem, des projets de 5 silos de stockage de céréales ont été réalisés. 4 d'entre eux fonctionnent déjà. Ces projets colossaux viennent répondre à un besoin national de sécurité alimentaire, mais aussi à un besoin local, puisque la région produit annuellement plus de 270 000 quintaux de stock de blé. Mariam Damis, regardez. La mise en place de silos et de centres de stockage de proximité pour les céréales à travers le territoire national commence à donner ses fruits, notamment avec l'entrée en service de 4 infrastructures à Mostaganem. Nous avons un délai de 10 à 15 jours pour pouvoir transférer notre récolte de l'exploitation vers les centres de stockage. Avant, ça nous prenait 20 jours pour seulement déposer notre blé. C'était laborieux. Mais aujourd'hui, nous sommes soulagés.
Tous les centres ont une capacité de stockage de 5000 tonnes, pouvant être augmentée. Plus de 2800 agriculteurs pourront déposer leurs récoltes dans 4 centres de stockage. Ces installations de stockage ont été conçues selon des normes respectant les conditions de conservation sanitaire des céréales et des légumineuses. Nous avons consacré une enveloppe de 126 milliards de centimes. Il s'agit d'un investissement public d'envergure qui traduit les efforts de l'État. Nous espérons que les agriculteurs valoriseront cet investissement en augmentant leur production. L'engagement de l'État dans la construction de ces centres vise à renforcer les capacités de stockage, une stratégie essentielle pour garantir la sécurité alimentaire du pays. À l'étranger, situation humanitaire alarmante à Gaza, l'Union européenne a condamné la décision de l'occupation sioniste d'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, alertant sur les conséquences désastreuses d'une telle démarche. L'UE, qui a appelé à assurer un accès rapide et sans restriction de l'aide humanitaire, a ajouté qu'en cette période, les efforts doivent être plutôt redoublés pour parvenir à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Et au moment où l'entité sioniste refuse de s'engager dans la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles des forces d'occupation sionistes dans le centre de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Les forces d'occupation ont également ouvert le feu à l'est de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Le Ramadan, c'est le mois de solidarité par excellence, un hiver chaud. C'est le nous de la caravane d'aide humanitaire lancée par le Croissant Rouge algérien dans la région de Biskra. Une caravane qui a l'ambition de prendre en charge des dizaines de familles nécessiteuses vivant dans des zones enclavées. C'est un reportage signé Naïm El Walish. Regardez. Une caravane du Croissant Rouge algérien s'est ébranlée depuis le siège de l'organisme humanitaire à Biskra vers des régions très isolées de la ville, notamment Ourlel et Serg, lieu de la première halte, à la fois humanitaire et sanitaire. Outre la distribution de denrées alimentaires et de couvertures, des consultations médicales pour enfants et personnes âgées ont été menées dans ce centre de Serg, récemment sorti de terre. Dans le cadre de la coopération avec le Croissant Rouge national, avec coopération aussi avec notre EPSP, il y a une équipe médicale mobile qui se trouve ici dans les zones éparses de la région de Serg d'Ourlel. Voilà. On a profité de l'occasion pour consulter, voir donc certains mais les malades qui n'ont pas la chance de se trouver dans les zones urbaines, donc surtout des enfants malades. Et on a trouvé des enfants malades présentant des maladies chroniques comme l'épilepsie. J'ai 8 enfants, dont 3 malades. Je travaille comme fellah journalier et je remercie vivement les organisateurs pour cette aide humanitaire. En même temps, je souhaite que les autorités nous portent davantage secours. La caravane s'est ensuite dirigée vers plusieurs habitations reculées pour apporter vivres et fournitures essentielles pour les familles nécessiteuses. J'ai 32 ans et je travaille comme journalier. J'ai 2 enfants et je suis très ému par cette aide humanitaire. Nous avons effectué une première opération pour un hiver chaud. Nous allons procéder à la distribution de matelas, de couvertures, de colis alimentaires. Et concernant la deuxième étape, il s'agira de distribuer tous les 10 jours du mois sacré des colis alimentaires dans les régions pauvres et reculées comme Sergliwa, Mkhadma, Oumesh, Saïd, en faveur de plusieurs familles. Dans l'agenda du Croissant Rouge de Biskra, d'autres aides sont inscrites tout au long du mois sacré, Aïd y compris, ce qui est crucial pour renforcer l'entraide entre les différentes communautés. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 18h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Sahaf Torkoum.